Ah non, le travail doit faire oublier le travail. Vous avez tellement travaillé votre sujet que lorsque vous le réalisez, on a l'impression que c'est facile. À quoi ça sert de faire 13 heures par jour si c'est pas pour faire de l'excellence? Pour être heureux, il faut avoir des projets. Ça ne peut être bon que si on est rigoureux, quoi. Est-ce que l'excellence, c'est pas justement cette vision qu'on a? Si vous êtes entouré de beau, vous avez envie de faire du beau. La créativité, ça part toujours d'une histoire, d'un passé et d'avoir envie. On a tous des repères en France. On a tous une mère, une grand-mère, une tante qui fait de la bonne cuisine et qui nous sert de phare, de repère. Et on peut pas faire manger n'importe quoi aux Français. Tous ceux qui faisaient de la merde, ça n'a pas marché. Il y a plus de noblesse dans un chou fraîchement cueilli que dans un homard surgelé. J'ai pas envie qu'il y ait de gaspillage, j'ai pas envie qu'il y ait de gâchis parce que en amont, il y a un travail, quoi. L'artichaut, c'était les origines modestes. La truffe, c'est ta quête d'excellence. Et la brioche, c'est ton âme d'enfant. Et moi, j'étais dingue de cette brioche. Aujourd'hui, on dirait que c'était une tuerie, quoi. Bienvenue dans Skills. Aujourd'hui, je suis dans un cadre exceptionnel. J'ai l'impression même de faire une sortie culturelle. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Guy Savo. C'est plutôt lui qui me reçoit. Nous sommes à la Monnaie de Paris, un cadre qui porte une forme d'éternité comme votre cuisine. Comment allez-vous ? Très très bien, ravi de vous accueillir. Et vous avez raison de souligner que cet endroit est unique en fait. Sa singularité fait que je crois que nulle part ailleurs au monde on a la même chose. On peut avoir des vues spectaculaires partout. Il suffit d'être au 50e étage d'un immeuble pour que la vue soit spectaculaire. Mais celle-ci, celle qu'on a des 11 fenêtres du restaurant 11 quai de Conti, eh bien, elle est tout de suite identifiable. Bien sûr, on est au cœur de Paris. On voit le Pont-Neuf, on voit la Seine, bien sûr. On aperçoit les bouquinistes en contrebas, le Louvre, l'Institut, le La Pont des Arts, le Samaritaine. Pont-Neuf. Voilà, tout. Donc oui, c'est unique. Alors, moi, j'aime bien, quoi. J'aime bien Moi, la j'adore. singularité. La singularité la singularité me plaît, quoi. Voilà. Écoutez, aujourd'hui dans Skills, ce qui m'intéresse, c'est l'homme derrière la renommée. On vous connaît tous, on connaît tous le chef, les étoiles, la renommée. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous êtes construit, comment on transforme un destin, comment on atteint l'excellence sans se sentir emprisonné. Mais commençons plutôt par le commencement, les origines, l'héritage, mais aussi l'esprit compétitif de rugbyman. Vous êtes fils de jardinier, vous êtes entré en cuisine à 14 ans et vous dites, pour soulager votre maman, comment un parcours comme le vôtre est possible et à quel moment ce geste familial devient une vocation ? Alors, oui, c'est le départ. Au départ, quoi, il y a, j'ai envie de dire, c'est l'histoire d'un mec, quoi. D'un mec qui est né à Nevers. Les parents sont venus s'installer à Bourgoin lorsque j'avais 2 ans. Donc, je dis que je suis né à Nevers, que j'ai grandi à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, que j'ai quitté à l'âge de 17 ans pour rentrer en apprentissage à Roanne, chez les frères Trois-Gros. Et je rajoute aujourd'hui, j'ai grossi à Paris. Physiquement et puis, et puis professionnellement. Oui, alors c'est l'histoire vous savez, quand vous grandissez à Bourgoin-Jallieu, petite ville en région, vous avez quand même largement l'impression d'être en dehors de l'actualité, d'être en dehors de ce qui se passe sur la planète. Et il y a un événement extraordinaire, j'ai 12 ans, l'équipe de rugby est championne de France, 2e division. Donc, on parle de la ville à travers cette performance sportive. Donc, d'un seul coup, la ville dans laquelle j'habite existe.
existe dans l'actualité aux yeux des autres. Voilà, grâce à cet événement. Alors, ça me fait, certainement inconsciemment à l'époque, je me dis, bon, on peut grandir à Bourgoin-Jallieu et il peut se passer des choses. Donc, premier réflexe, j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, donc on va s'inscrire à l'école de rugby, bien sûr. Où là, il y a, je crois, après ce titre de champion de France, il y a un autre vrai déclic qui, à ce moment-là, devient très personnel. Parce que très vite, je m'aperçois que j'apprends beaucoup plus au rugby qu'à l'école. Dès que j'ai su lire, écrire et compter, j'ai commencé à m'ennuyer. Et je me suis aperçu qu'à l'école de rugby, on nous apprenait plein de choses. Et on s'apercevait surtout de plein de choses. On s'apercevait qu'en équipe, on était bien plus fort. On s'apercevait que chaque match était ça pouvait être une maquette de vie. On pouvait prendre un monstrueux plaquage et 3 minutes après marquer un essai. La vie. Tout à fait. On peut avoir des drames et puis des grands Tout à moments. fait. Donc ça vous permet, encore une fois, inconsciemment. Aujourd'hui, Ouais, à votre âge, aujourd'hui je l'analyse, mais à 12 ans, c'est des enseignements c'est inconscients. l'inconscient. C'est l'inconscient qui est en train de stocker tout ça, et puis vous le restituez 60 ans après. Mais bon, non, l'analyse, je l'avais faite bien avant. Donc, je suis resté sur cet aspect concret de la vie. Et puis, ce concret, il était amplifié, justement, vous l'avez très bien dit, lorsque j'ai décidé d'aider ma mère pour la soulager, en fait. Parce que c'est ce lieu qu'elle animait, qui au départ, vous avez rappelé que mon papa était jardinier à la ville de Bourgoin, donc dans le jardin de ville principal, il y avait une petite buvette. Mais une petite buvette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Voilà. Imaginez une petite buvette comme il y en a dans tous les jardins publics de toutes les villes de France. Et cette petite buvette, au fil du temps, est devenue un restaurant. Après, il y a eu un nouveau bâtiment qui abritait le restaurant, où elle faisait pour les convives qui venaient là tous les jours la même cuisine que pour la famille. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé, mon approche de la cuisine, c'était la gourmandise, en fait. Aussi inconsciente, d'abord. Inconsciente, et je me suis aperçu de l'importance, donc c'est devenu conscient. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas McDo. Alors, quand on avait 10, 11, 12, 13 ans, eh bien, le jeudi, à l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi, on se recevait chez les uns, chez les autres, et c'était les mamans des copains qui faisaient la cuisine. Préparer le goûter. Non, le déjeuner. Le même. déjeuner. Voilà, donc. Et je me suis aperçu que chez moi, c'était bien meilleur qu'ailleurs, quoi. Et là, d'un seul coup, c'est devenu... De façon c'est très objectif ou parce que c'est la cuisine de maman? Ah non, c'était Vraiment. très objectif. En tout cas, lorsque c'est perso, c'est subjectif. Mais non, mais là, je me rendais compte que le seul endroit où je me régalais, c'était à la maison, chez nous. Donc tout ça, il y a eu un cheminement. Je me suis dit, mais c'est très bien, mais c'était bien dans la dégustation. Je m'étais jamais interrogé sur la manière de faire. Jusqu'au jour où, ce fameux jeudi après-midi, où le temps était vraiment... la météo n'était pas bonne, elle m'implique pour faire des langues de chat. Et là, je m'aperçois qu'elle met du sel, déjà, ça m'interpelle d'avoir du sel dans des petits biscuits sucrés, du sucre, de farine, du beurre, des blancs d'œufs et tout. Et tous ces ingrédients pris séparément n'ont aucun intérêt. Elle les mélange, elle a une pâte qui est ni molle ni dure. Dans une poche, elle détaille des petits cylindres sur une plaque qu'elle a préalablement beurrée, met cette plaque au four, me demande de surveiller. À l'époque, les fours n'ont pas de vitre, donc j'ouvre assez souvent et je vois cette transformation que j'appelle magique. En quelques minutes, ces petits cylindres se sont aplatis pour avoir une forme presque arrondie sur les bords, ont pris de la couleur autour, ça sentait bon. Je l'appelle à un moment, je lui dis, je pense que c'est cuit. Hop, elle les démoule, ça sentait encore meilleur. Et en quelques secondes, c'est sur la table, parce qu'elle les avait sortis avec une petite spatule sortie de la plaque, ça sentait toujours bon. Ça devenait croustillant, je me suis régalé. Et moi, je reste avec cette image magique de la transformation. Ouais. La cuisine, d'ailleurs, c'est inscrit dans l'entrée, c'est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire.
Et là, pour ces fameuses langues de chat, je le répète, les produits pris séparément sont sans intérêt. On ne mange pas une cuillère de beurre, on ne mange pas une cuillère de farine, encore moins une cuillère de blanc d'œuf, enfin, ou de sel ou de sucre. Et puis le mélange de ces ingrédients vous donne quelque chose avec lesquels vous vous régalez, mais régalez tous les sens. Parce que d'abord, ça sent bon, ensuite c'est croustillant, et ensuite vous vous régalez, quoi. Donc voilà, et le cheminement a démarré. Et après, bon, je la soulageais parce qu'elle travaillait beaucoup trop, et puis je me suis complètement pris, j'ai envie de dire, au jeu de cette transformation magique. Et l'ennui s'est amplifié à l'école, quoi. Je me suis dit, moi, j'avais vraiment le sentiment d'avoir trouvé mon terrain de bonnes sensations. Voilà, donc dès que j'ai pu, je n'ai pas quitté, je me suis tiré du lycée, c'est-à-dire l'année de mes 16 ans. J'étais en seconde où je m'ennuyais, mais alors je crois que ça a été la pire des années parce que j'étais convaincu que je voulais oui, me tirer de là, quoi. C'était pas mon truc, mais pas vraiment mon truc. Et pourtant, vos professeurs ne croyaient pas en vous quand vous leur dites « je veux être cuisinier ». Vous dites « vous n'êtes pas Non, mais manuel ». mais on fait vous comment savez, pour on se... ringardisait toujours, je pense qu'on ringardise toujours un peu les métiers manuels. Non, la pire, c'était une psychologue, parce que pour entrer en apprentissage, que je voulais vraiment rentrer en apprentissage, hein, une psychologue, la réunion avait lieu à la mairie pour bien formaliser l'événement, me fait bouger des cubes là, pendant 10 minutes. Et puis alors, son analyse est formelle. Vous n'êtes pas fait pour un métier manuel, encore moins dans l'alimentation. On fait comment pour se détacher de ces étiquettes ? Se détacher de ça parce qu'on est rebelle, mais rebelle positif. Hein, c'est-à-dire que je savais ce que je voulais. Donc c'est très facile d'être rebelle quand on sait ce qu'on veut. Lorsqu'on est rebelle et qu'on ne sait pas ce qu'on veut, ça ne sert à rien. Bon, je me souviens très très bien de ce que je lui ai dit. C'est pas en me faisant bouger des cubes pendant 10 minutes que vous allez me faire changer une idée que j'ai en tête depuis des années. Bien et répondu. Aujourd'hui, j'aurais rajouté connasse. Voilà. Ce côté rébellion, vous êtes quelqu'un de très discipliné, vous êtes là tous les jours, depuis presque 50 ans, vous êtes réputé pour quelqu'un d'être très discipliné. Moi, j'aime bien ces paradoxes qu'on trouve chez les gens. C'est pas blanc ou noir, on le sait très bien. Comment vous arrivez justement à trouver cet équilibre entre je me rebelle, je trace ma route, je suis singulier et en même temps je suis quelqu'un de très discipliné. C'est pas évident. Je sais pas, c'est pas évident. Bon, mais c'est à partir du moment où vous avez choisi une voie, dans cette voie vous avez des sensations. Vous vous éloignez jamais de ces sensations. Donc moi, ces sensations, je les ai au quotidien. Hein, bon, si j'ai un peu aménagé mon temps de travail depuis l'année dernière, parce que maintenant, le restaurant est fermé 3 jours par semaine, ce qui est une avancée incroyable. C'est une innovation. Moi qui ai la culture, pas du travail, parce que pour moi, le mot travailler n'est pas assez fort, quoi. Je le remplace volontiers par bosser. Bosser, pour moi, c'est le superlatif de travailler. Et c'est vrai qu'on peut être un grand bosseur et avoir d'autres centres d'intérêt parce qu'on sait qu'on a besoin du reste. Là, le week-end dernier, les 3 jours, je les ai passés à la montagne, où il faisait un temps magnifique, la neige était parfaite et tout, et je me suis autant régalé que si j'étais ici dans le restaurant. Mais hier matin, j'étais content de reprendre ici, quoi. Je crois que, voilà, j'ai besoin de ces sorties qui sont pour moi mes panneaux solaires, qui rechargent mes propres batteries pour continuer à faire cette activité. Moi, le mot retraite, c'est évident que je l'ai totalement rayé de mon vocabulaire, mais ça fait très longtemps. Hein. Très longtemps, c'est mon côté rebelle. Quand j'entendais profiter de la retraite, je disais plutôt profiter donc du travail, c'est plus sûr. Tout à fait. Pour être heureux, il faut avoir des projets. Voilà, absolument. Et j'aime bien cette citation qui dit l'art, c'est le travail effacé par le travail. C'est de Alexis Grus. Oui, c'est Alexis Grus. Non, le travail doit faire oublier le travail. C'est-à-dire que vous avez tellement travaillé votre sujet que lorsque vous le réalisez, on a l'impression que c'est facile. Et ça, c'est extraordinaire. Et Alexis Grus l'expliquait parfaitement bien, quoi. Et puis, dans un numéro de cirque, c'est ça. Si vous l'avez pas travaillé, retravaillé, ça ne fonctionne pas, quoi. Que ce soit le trapéziste ou le numéro avec les chevaux, si c'est pas millimétré, ça ne fonctionne pas. Mais nous aussi, c'est la même chose. Il y a une 50aine de personnes qui animent ce lieu. Je veux dire, c'est ça. Ces 50 personnes, comme sur un terrain, cette équipe-là, ils sont imbriqués
et aucun des coéquipiers n'a droit à l'erreur, parce que ça met en péril le travail des 49 autres. Donc, l'esprit d'équipe. esprit On d'équipe, retrouve. toujours, voilà. Et donc, quand on parle justement du sens du détail, on sait qu'il y a 45 cm entre chaque assiette, 21 degrés Dans la salle. chaque table. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui passe pour bien Absolument, vérifier. oui, avant chaque service, bien sûr. Vous avez vu que les Avant, nappes sont repassées sur la les table. nappes sont repassées. On a d'ailleurs Tous les on a couverts sont filmé revus, toutes les les assiettes au vinaigre blanc, voilà. voilà. Et justement, le fait qu'il y ait autant de travail, que ce soit le sens du détail, cette perfection, comment on arrive à trouver encore du plaisir? Ben justement, c'est ça. Bon, moi je me méfie beaucoup que le mot perfection, parce qu'on est toujours perfectible. Mais oui, mais les sensations, on les a au prix de ce que je vais appeler les efforts. Mais est-ce que ce sont des efforts lorsque ça vous procure des sensations? Je ne suis pas certain. Donc non, c'est une manière d'être, tout simplement. C'est une forme de... Oui, c'est culturel, quoi. Voilà. C'est de se dire, si je veux prendre du plaisir dans ce que je fais, il faut qu'on ait mis tout en place. Et la rigueur, ça commence le matin avec les livraisons des produits, parce que c'est hyper concret, instantané. On l'a dans très peu de métiers. Ça commence tôt le matin, enfin 8h30, 9h15 lorsque j'arrive, avec l'arrivée des produits. Déjà, moi, de voir un homard ou une carotte, déjà, ça y est, l'imagination m'emmène soit au fond de la mer, soit dans un champ. Et je vois ces individus, parce que la carotte, c'est aussi un individu. La carotte, elle a l'histoire de son espèce ou de sa variété, plus son histoire perso. Il a fallu plusieurs semaines pour qu'elle pousse, qu'on la repique, et puis il faut qu'elle échappe, je sais pas moi, au rat, à tout un tas d'éléments. Tout à fait. Voilà. Donc ça, je ne perds jamais ça de vue, peut-être parce que l'historique, avoir un père jardinier, c'est vrai, j'ai vu le soin qu'il apportait, et sur une longue période, par rapport à nous, où tout se passe très instantanément. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un profond respect pour tous les produits, aussi bien le homard que la carotte, que le chou. D'ailleurs, c'est le thème de la carte de vœux cette année, où j'expliquais il y a plus de noblesse dans un chou fraîchement cueilli que dans un homard surgelé. Tout à fait. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça. Alors après, vous avez dit, mais bon, l'évolution s'est faite toute seule, quoi, sur ce socle de gourmandise, bien évidemment, de soucis de rigueur, en sachant que ça ne peut être bon que si on est rigoureux, quoi, sur la sélection des produits, tout à fait, sur la manière de le traiter, quoi. Moi, je veux que les épluchures de carottes, elles soient très fines. J'ai pas envie qu'il y ait de gaspillage, j'ai pas envie qu'il y ait de gâchis, parce que en amont, il y a un travail, quoi. Moi, je me souviens que mon père mettait le réveil au printemps, vers 3h ou 4h du matin, pour aller vérifier la température extérieure, pour savoir s'il n'allait pas aller faire dans le potager où il avait repiqué ses fleurs, un peu de feu pour éviter la gelée, qui la gelée aurait mis 5 ou 6 semaines de travail, aurait annulé ces 5 ou 6 semaines de travail. Voilà. Et nous, la magie, encore une fois, de ce métier, dire que j'emploie souvent le mot magie, c'est que c'est très rock'n'roll, quoi. Ça arrive, on en parle, on les transforme, et tout aussi instantanément, les convives les dégustent. Et ça, moi, je ne connais pas un autre métier, parce que déjà, il n'y a aucun autre artisanat où l'on ingère ce qui a été fabriqué, on déguste. Je ne vois pas le menuisier, le plombier et tout faire déguster. Après, quand je dis dans nos métiers, j'intègre bien sûr les pâtissiers, les charcutiers, les boulangers, tout ce qui fait à la fois la richesse de notre culture et puis cette singularité, cette singularité française que la planète entière nous envie. Tout à fait. Et vous arrivez toujours, ce que vous dites, bien sûr, les produits sont très importants, et vous arrivez toujours à trouver des bons produits? Oui, c'est de plus en plus facile. Bon,
vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir vécu les années 60. Où moi, je trouve un peu bizarre les années 60. Le souvenir que j'en ai, moi, c'est bon. Déjà, les adultes disaient, moi j'avais 7 ans, donc les adultes disaient, à l'an 2000, on mangera que des pilules. Ils se sont bien plantés. Mais pourquoi ils disaient ça? Parce que le pain n'était pas bon. On trouvait qu'une variété de pommes, c'était la golden, en surproduction, donc insipide. Les poulets avaient le goût de poisson parce que nourris à je ne sais pas quoi. Le rôti de veau était mis au four, il faisait 40 cm, vous le ressortez du four, il n'en faisait plus que 20. Et les consommateurs ont dit non. Non. Enfin, l'industrialisation de la cuisine n'a pas marché grâce aux consommateurs qui ont dit non. Parce qu'on a tous des repères en France. On a tous une mère, une grand-mère, une tante qui fait de la bonne cuisine et qui nous sert de phare, de repère. Et on ne peut pas faire manger n'importe quoi aux Français. Donc, ce qui expliquait devant cette arrivée de produits un peu bizarres, parce que c'est à la même époque où on a construit des grands immeubles, des grands trucs pour entasser les gens. Enfin bon, je pense qu'à cette époque, on a fait que des conneries. Mais bon, pour la nourriture, ça a été facile. Et bon, tous ceux qui faisaient, je ne vais pas faire du coffre, mais tous ceux qui faisaient de la merde, ça n'a pas marché. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à une qualité de produit, mais grâce à cette nature généreuse, grâce à tous ces savoir-faire qui sont ancestraux. Si on a autant de recettes de charcuterie, de pâtisserie, tout, c'est qu'on a une diversité de produits qui est exceptionnelle. Tout à fait. Vous parliez des Français, mais les Américains ont classé votre soupe d'artichaut à la truffe comme un des 10 meilleurs plats du monde. Comment on fait pour avoir un plat intemporel comme le vôtre? Comment on fait pour créer un plat intemporel? C'est une marque? Non, ça s'est fait naturellement. Alors, moi, je suis pas trop pour disséquer hein, quand je vais à l'opéra. J'ai pas envie d'avoir la partition et le livret sur les genoux, donc j'aime pas trop banaliser. Mais là, je vais essayer de trouver les origines, les origines en tout cas. Ma mère vous voyez qu'elle a une importance formidable dans ma formation. Lorsque j'étais bébé, elle me disait que la seule purée de légumes que je mangeais, c'était la purée d'artichaut. Donc, c'est évidemment là que tout a commencé. Cette passion pour l'artichaut. Après, bon, j'ai commencé par un apprentissage de pâtisserie. Donc, et dans cette pâtisserie, il y avait une spécialité qui était une brioche feuilletée aux fruits confits. Et moi, j'étais dingue de cette brioche qu'aujourd'hui, on dirait c'était une tuerie, quoi. Mais je rajouterais même une tuerie grave. Grave, de et chez voilà, Grave. de chez Grave. Grave de chez Voilà. Et là, j'ai dit, quand j'ai commencé en cuisine, je me suis dit, il faut que je trouve une adaptation de cette recette sucrée en recette salée. Sachant que pour qu'une brioche fonctionne, il faut impérativement un peu de sucre, du sel, mais un peu de sucre. Voilà, donc je suis arrivé à baisser la quantité de sucre au minimum. Et puis j'ai remplacé les fruits confits par une duxelle de champignons, donc une purée de champignons à la truffe. Et puis après, le mariage s'est fait automatiquement entre cette soupe que j'ai décidé de faire de l'artichaut et de la truffe pour lui donner encore plus de retentissement. D'ailleurs, c'est un des fidèles convives qui m'a donné la définition de ce plat. Et bon, je trouve qu'elle colle bien à la recette. Lui dit, l'artichaut, c'était les origines modestes. La truffe, c'est ta quête d'excellence. Et la brioche, c'est ton âme d'enfant. Donc, pour vous dire que ça s'est fait naturellement. Parce que l'âme d'enfant, je pense toujours l'avoir, heureusement d'ailleurs. Ouais. Et puis, la quête d'excellence, bien sûr. À quoi ça sert de faire 13 heures par jour si ce n'est pas pour faire de l'excellence? Donc, voilà, c'est... Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle aussi beaucoup de créativité, et finalement, la créativité, ça part pas d'une page blanche, ça part toujours d'une histoire, d'un passé, et d'avoir envie. Pour moi, c'est toujours là, un plat. Enfin, je me méfie avec le mot création et tout ça, il faut faire très, très attention. Mais bon, l'élaboration d'un plat, c'est d'abord une envie. Un besoin ou une envie? Une envie. Une envie. C'est parce que vous avez vu un produit, vous avez vu ou alors vous avez vu une expo, et puis ça vous agite un peu les neurones.
Et puis voilà, je dis, mais tiens, si je faisais ça, donc l'envie donne l'idée, et l'idée, le plat, voilà, c'est un cheminement qui est toujours le même. D'ailleurs, ça c'est amusant, parce qu'hier à l'Institut, il y avait une magnifique conférence du professeur Yves Agide, hein, qui est à l'Institut du cerveau et de la moelle, et qui racontait justement tous ces processus. Voilà. Et puis alors, lui, il a dit que ce soit les philosophes, les scientifiques et tout, vraiment ceux qui découvrent les choses sont des grands marcheurs. Ce sont des gens qui marchent. Et c'est vrai que moi, je m'aperçois que lorsque je marche, j'ai des envies parce qu'il y a un beau paysage. Si vous êtes entouré de beau, vous avez envie de faire du beau. C'est pour ça que la situation de cet endroit est importante. Je ne sais pas si vous avez vu les cuisines, mais il y a des fenêtres Si, j'ai vu les cuisines, qui donnent sur, enfin, qui donnent tout. Un écrin d'exception. Et lorsque la beauté a une âme, ça devient de l'art. Oui, c'est l'environnement dans lequel on est, d'être dans l'action, d'être en mouvement, nous permet de créer. Ça fait 45 ans que vous êtes dans la création. Oui, 45 ans, si on enlève la formation. La formation professionnelle a commencé, j'avais 16 ans donc. Bien avant alors. Mais j'avais toutes ces heures de cuisine avec ma mère. Quand même. Tout à fait. J'ai cuit des milliers de truites meunières, fait des milliers d'omelettes, enfin voilà, des escargots, des coq au vin, j'avais fait ça arrive, déjà. En fait, on croit toujours les choses arrivent comme ça du jour au lendemain, mais il y avait déjà évidemment des années. Comment on fait pour se renouveler alors que vous êtes dans l'excellence et ça dure depuis presque 50 ans, 55 ans. 56 ans cette année, ouais. Vous qui avez besoin de manière professionnelle. Hein. Oui, tout à fait. Mais écoutez, 56 ans de métier, puisqu'on fait 2 journées en une, ça fait 112 ans de travail. Donc, c'est... Vous aimiez pas les maths à l'école ? Non, mais... Non, je plaisante. J'étais pas... À l'école, j'étais bon dans rien. J'étais pas bon à rien. Parce que vous n'avez pas l'impression d'apprendre. J'étais bon dans rien, sauf que j'écris sans faute. Pas de faute d'orthographe. Je compte très très vite. Voilà, donc après, l'école devrait se cantonner à ça. Aujourd'hui, ils écrivent tous avec des fautes, ils ne savent pas compter. Enfin bon, je veux dire, bon. Et après, le reste, moi, je l'ai découvert. J'ai découvert la vie, quoi, tout simplement. Mais comment vous arrivez à apprendre ? J'ai fait 5 ans d'anglais à l'école. J'ai appris l'anglais dans mes différents voyages aux États-Unis. Voilà, mais ils m'ont fait perdre 5 ans. Parce que vous êtes quelqu'un de très concret. Donc, vous aimez être dans la pratique, dans l'action. Bien sûr, peut-être que l'école, pour vous, c'était quelque chose de trop théorique et vous avez besoin d'apprendre. Non, et puis on voulait faire de nous des bons petits... Enfin, je sais pas. On n'a pas envie d'apprendre les mêmes choses. Enfin, il y a un moment, ça suffit, quoi. Et c'est encore d'actualité. Mais complètement. Mais c'est pour ça que je dis que j'ai plus appris à l'école de rugby qu'à l'école tout court. Et vous arrivez à apprendre encore aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous apprenez ? J'apprends tous les jours. Hier après-midi à l'Institut, là, j'ai beaucoup appris. Je sais pas, moi j'apprends tous les jours. Enfin, j'apprends tous les jours. J'apprends parce que je suis curieux. Hein, je pense que la curiosité, c'est même c'est même une boulimie de curiosité, bien sûr. Et vous la retrouvez encore dans justement la gastronomie, dans la cuisine ? Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, que je résume en 2 mots, hein, moi, je défends la gourmandise, donc avec son associé, qui est la générosité. Donc voilà, c'est tout. Après, je me fous d'intellectualiser. Je veux dire, je veux qu'on se régale, sans se poser de questions. C'est tout. On se régale. Mais vous voulez analyser ? Je m'en fous. Vous êtes régalé ou pas ? C'est tout. Vous êtes, des fois, je suis beaucoup plus vulgaire, mais je ne le serai pas. Non. soyez naturel, mais c'était intéressant. Très souvent, dans différents métiers, en tout cas, quand on cherche à atteindre l'excellence, il y a quelque chose qui arrive souvent, c'est la peur de l'ennui. C'est pour ça que je vous pose cette question. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre dans votre parcours. 50 ans, vous êtes dans l'excellence, vous avez besoin de progresser. Comment on fait justement pour ne pas s'ennuyer ? Et ça, c'est vraiment très récent. J'étais convaincu d'être, dirigé par la passion.
J'ai pris conscience il y a quelques semaines que j'avais dépassé le stade de passion et que j'étais passé dans l'addiction. Mais encore une fois, comme la rébellion, il y a la rébellion positive, il y a les addictions positives. Parce que quand on pense à addiction, on pense à tous les... Bon. Non, mais on peut être addict de Tout à fait. musique, d'opéra, de voiture, de plein de Vous choses. êtes addict de quoi? Moi, je suis addict de la belle vie. Et la belle vie, ça passe forcément par la table. Est-ce que vous avez quelque chose que vous adorez manger, par exemple? Tout. Votre plaisir, si vous êtes à Tout. la maison, un petit truc simple que vous Tout. adorez? Oui, bon, c'est toujours l'anecdote des sardines, mais ça peut être plein de choses. Mais non, c'est... Si, puis j'ai des lieux maintenant associés par exemple, pour moi, lorsque j'arrive à la montagne, une fois sur deux, si j'arrive à l'horaire qu'il faut, il faut absolument que je mange une raclette au feu de bois, au Vieux-Villard. Pour moi, ça marque une frontière, quoi. Je passe une frontière. Ou alors, en arrivant à Las Vegas, c'est très chic, une pièce de boeuf chez Peter Luger, et là, je me dis, je me régale. Et puis, oui, j'ai passé une frontière, voilà. C'est un voyage. J'ai des repères comme ça. Le Lièvre à la Royale, d'un confrère qui est à Vézeron. Vézeron, ça vous dit rien. C'est un petit bled à côté de Morestel, dans l'Isère. Et il fait un Lièvre à la Royale d'anthologie. Et bien là aussi, quand j'arrive, je passe. Le voyage est tellement beau, je passe une frontière. Hein. Mais d'ailleurs, vous avez plusieurs restaurants, dont un à Las Vegas. Ouais, Vous êtes depuis tous les jours, 19 ans. depuis 19 ans, vous Mhm. êtes tous les jours à la Monnaie de Paris. Comment, enfin, on parle de vous en tant que chef cuisinier, mais vous êtes aussi un entrepreneur. Vous gérez, enfin, Guy Savoy, quand on dit Guy Savoy, on pense à une marque et c'est international, c'est une renommée mondiale. Comment vous faites pour gérer la marque? Mais je fais rien, justement. Je suis moi-même au quotidien et je me prends pas la tête. Bien sûr, j'ai des doutes, heureusement, j'ai des trucs. Mais j'écoutais hier, enfin, ça fait pas hasard, parce que c'est Edgar Croupiron qui est censé reprendre, je crois, les JO, hein, la présidente des JO. Et un journaliste, il y a quelques années, avant une compétition, je crois que c'était avant une épreuve des Jeux Olympiques, on lui dit, vous avez la pression? Il lui répond, pour moi, la pression, c'est une bière. Je trouve ça génial. Oui, pourquoi les se donner de... Enfin, oui, passion, mais pression, non. Le résultat, il est là, et nous, on a en cuisine, sauf si vous cuisez un turbo de 14 kilos, mais si vous cuisez un rouget, si vous vous êtes trompé, s'il est trop cuit, c'est facile de recommencer. Il y a plein de choses qu'on peut refaire en quelques minutes. Donc, et puis après, qu'est-ce qu'on y met? Bon, encore une fois, moi, lorsque je mange un plat, est-ce que j'ai envie de compter les grains de sel? Je m'en fous, quoi. Je me régale ou je me régale pas, et c'est tout. Euh, Vous avez été élu 8 fois meilleur restaurant du monde par la liste. La liste, rappelons-le, qui est un algorithme, donc pas subjectif. Là, on est objectif. Oui, Je reprends vos termes. C'est 1100 sources. 1100 sources. Sur tout ce qui se dit, s'écrit et tout sur la planète, sur un restaurant. Alors, si vous prenez ces 1100 sources séparément, vous avez un jugement subjectif. Lorsque tout ça, tous ces jugements vont dans le même sens, on peut penser que ça devient objectif. Tout à fait. Voilà. Et vous êtes aussi le premier chef cuisinier à entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Donc on a l'impression que vous êtes vraiment dans une trajectoire depuis 50 ans ascendante. Mais une fois, parce que rappelons-le, vous êtes doublement étoilé, mais vous avez été triplement étoilé pendant 20 ans. Et en mars 2023, là, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est justement votre capacité à rebondir. Vous dites, on fait quelque chose, ça ne marche pas, on refait, on ne se pose pas de questions. Vous perdez une étoile. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors, bon, je ne vous dis pas que c'est ce jour-là que ce n'était pas la meilleure nouvelle, bien évidemment. Sûr. Mais c'est ce que je dis, c'était ma première réaction. C'est ce que j'avais 70 ans. Il y a 70 ans, on s'attend à des nouvelles plus terribles. C'est vrai. Bon, donc il faut aussi relativiser. Et puis c'est un avis. Quand vous avez tous les autres avis sur la planète qui encensent le restaurant, vous dites, bon, bah, écoutez, arrêtez de passer votre temps à compter les grains de sel et voyez ce qui se passe dans une maison. Vous pensez que votre esprit de rugbyman, parce que ce soir-là, à l'annonce de la nouvelle, vous retournez
à la cuisine, vous retravaillez. Pourquoi c'était important de ne pas attendre justement d'être, Mais comme vous non, dites, mais dans l'action oui, parce que j'étais en vacances. En plus, c'était mon premier jour de vacances, donc Sympa. Je suis rentré précipitamment à Paris. Bah, déjà, pour être près des équipes. Comment vous dire Alors, je vais faire encore une relation. Quelques semaines avant, l'équipe de France avait pris une rouste par les Irlandais. Et le premier événement qui m'est venu à l'esprit, j'ai dit, bon, ils ont perdu un match, mais perdu vraiment, voilà, je me souviens plus, ils avaient pris 40 points, un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai raconté l'histoire à Fabien Galtier, j'ai dit, écoute, c'est un peu grâce à toi que j'ai surmonté en me disant qu'on pouvait perdre un match et quand même rester dans les meilleures équipes. Donc voilà. Et puis après, j'étais rassuré, moi, par les supporters. Parce que d'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit à l'époque, je laisse les supporters envahir le terrain. C'est ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas eu besoin de réagir. D'ailleurs, je n'ai pas envie de réagir, dire quoi? Quand vous êtes le puni, vous n'allez pas le ramener. Encore une fois, le rugby. Premier jour à l'école de rugby, on vous apprend l'arbitrage et la météo font partie du jeu. Donc, je ne vais pas commencer à critiquer l'arbitrage. Il y a des arbitres qui sont moins bons que d'autres. Tout à fait. Mais on les critique pas, puisque ça fait partie du jeu. La météo, pas parce qu'il pleut qu'on va arrêter de jouer. Donc, voilà. Mais péripéties de la vie, je veux dire que c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup votre résilience sur non, mais c'est pas de la résilience, c'est bon, c'est arrêtez, quoi. Je veux dire, je vais pas aller pleurer pour un événement qui, pour 95% enfin, on va dire même de la planète, si on met à l'échelon de la planète, 99,99% des gens ont d'autres sujets à régler. Mais alors, le microcosme, bien sûr, un petit problème d'ego, mais qui est vite été rétabli par tous les messages. Donc, voilà. Puis ça n'a eu, au contraire... Aucun impact. Non, alors, ça a eu un impact positif sur la fréquentation du restaurant. Parce oui, votre restaurant n'a pas... Ça, c'est un moucheron. C'est pas normal, il y a des moucherons ici quand même. Le restaurant n'a pas des amplis. Non, pas des amplis et vous avez reçu beaucoup de messages de soutien. Moi, ça me rappelle un film que j'ai vu il y a quelques semaines sur la vie de Bob Marley. Et qui était en exil. Il aurait 80 ans aujourd'hui. Il aurait 80 ans aujourd'hui. Il était en exil à Londres et il sort son album Exodus. Parce qu'il avait une tentative. Il est né en Allemagne. Hein. Il a été en Allemagne. Il est né en Allemagne. Il est né en Allemagne, pardon. Je suis un spécialiste de Bob Marley. De reggae. Voilà, vous pouvez y aller. C'est le message. Mais justement, c'est le message, c'est que lui, il avait une tentative d'assassinat en Jamaïque. Donc, il est en exil à Londres et donc écrit cet album. Et sa maison de disques lui dit, en fait, ton album ne se vendra pas parce qu'il n'y a pas ta photo sur l'album. Lui, il avait juste écrit Exodus. Il rigole parce que lui, il sait que derrière, ce qui est important, c'est le message. Et c'est vrai, c'est-à-dire son album, c'est un des albums qui s'est le plus vendu et qui est le plus influent de tous les temps. Et ma question, c'est justement de se dire, est-ce que l'excellence, c'est pas justement cette vision qu'on a? C'est ça qui fait que ça va transcender finalement les distinctions officielles, même si je dis pas que les étoiles sont pas importantes. Mais non, c'est pas quelque chose qui est plus fort. Non. Alors, elles sont... Bon, pour revenir aux étoiles, puisque vous parlez d'étoiles, il faut dire que le guide en question existe depuis plus de 100 ans et a été seul pendant 90 ans. Donc, ça crée un socle de crédibilité. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'autres guides. Je suis au sommet, en France, au sommet au Guimillot, au Botago, non, c'est pas le Botago gourmand, le Lebet, enfin tout ça. Et partout dans la presse, moi, la presse suisse avait titré le restaurant Guy Savoie perd sa 3e étoile et le guide sa crédibilité. Je veux dire, il y a eu quand même un déchaînement. Et je me souviens, j'ai eu une seule question qui a suivi. Est-ce qu'une dame qui me dit, est-ce que vous allez baisser vos prix? Je lui ai dit, écoutez, madame, il n'y a qu'une chose qui va baisser cette année, c'est la vente du guide Michelin. Voilà, donc c'est tout. Mais j'ai dit ça pour faire un bon mot, parce que ça m'amuse aussi de faire des bons mots de temps en temps, quoi. Mais d'ailleurs, la prochaine édition du guide c'est dans moins de 2 mois. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance? Non. Vous êtes complètement détaché. Je veux dire, moi, je suis dans le... Alors... Détaché complètement, j'en sais rien. Mais encore une fois, péripéties de la vie. Moi, ce qui m'importe, c'est au déjeuner, au dîner, donc 2 fois par jour, à chaque table et pour chaque convive, que ces gens-là aient des sensations. Voilà. Et s'ils ont
ils auront des sensations parce que j'aime moi-même des sensations. Parlons de votre équipe. Vous aimez avoir du son et pas du bruit. Ouais. Comment on fait pour être aussi exigeant tout en restant humain et bienveillant? Mais non, alors oui, mais c'est justement, c'est parce que je suis humain et bienveillant que je veux préserver tout le monde. Moi, de l'agitation, des hurlements, des choses, on ne peut pas s'épanouir dans un tel environnement. Moi aussi, j'étais un fou furieux. Hein. Je prenais des colères, enfin, des trucs insensés. Un jour, vous dites, c'est complètement ridicule, quoi. Déjà, le cardiologue m'avait dit, tu mets en péril ta santé. Donc déjà, ça, vous allez comprendre qu'à mon âge, les seuls résultats qui m'intéressent, ce sont les résultats médicaux. Donc, voilà, c'est pour préserver tout le monde que je veux ce travail dans une forme de sérénité, que ce soit paisible. Je veux pas que les gens s'interpellent, je veux qu'ils parlent normalement. C'est pas parce qu'il y a ce qu'on appelle le coup de feu chez nous. Enfin, ça va parce qu'il y a le coup de feu qu'on doit sortir des bases de la dignité dans le travail, quoi. Voilà, mais c'est pour le confort de tout le monde. Et je pense que ces nouvelles générations, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je trouve qu'aujourd'hui, les 18-25 ans sont bien meilleurs qu'avant. Ils sont bien meilleurs parce que... Chez vous, parce que dans d'autres secteurs d'activité, j'entends beaucoup de patrons d'entreprise dire l'inverse, dire que c'est très difficile, ils ne veulent pas travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il y en a qui veulent travailler. Et puis, alors moi, j'ai les deux exemples. Hein. J'ai la partie professionnelle, où j'ai même la majorité entre 18 et 25 ans, et la partie personnelle. Moi, j'ai mes petits-enfants qui ont entre 17 et 24 ans. Et ben, je retrouve la même... Et j'en ai 7, donc... Vous pouvez avoir un avis objectif. Je ne me souviens pas avoir été à leur âge avec avoir autant de maturité. Quoi. Okay. Donc, et autant d'envie. Enfin, si, moi, j'avais l'envie de travailler, mais je sais pas, j'avais pas l'impression. Je me sentais un peu isolé dans cette fameuse classe de seconda. J'avais choisi seconda parce que c'était celle où il y avait moins d'heures de cours. Mais on était deux à avoir des passions. Un, c'était les avions, et moi, c'était la cuisine. Ben, lui, il a terminé pilote de chasse. Et puis moi, j'ai terminé cuisinier. Voilà, donc très bien. Alors les autres, je ne veux pas dire qu'ils ont pas réussi qu'ils ont raté leur vie. Non, pas du tout. C'est très bien. Mais bon, ils ont rejoint leur meute. Et ça, je ne dis pas qu'ils sont plus heureux ou plus malheureux ou plus... voilà. Et votre équipe, vous leur laissez une part, enfin, insuffler votre vision, mais en même temps leur laisser une part de liberté, d'autonomie, parce que je sais que vous organisez une fois tous les 8 jours un petit déjeuner, ce qu'on appelle le team building, d'une façon de leur permettre aussi d'être libres, mais aussi de vous surprendre. Pourquoi vous faites ça? Je fais ça parce que le samedi matin, parce que maintenant, avant c'est le vendredi, maintenant c'est le samedi, parce que nous sommes ouverts le samedi au déjeuner. C'est le moment qui dure quoi? Ça dure 30-35 minutes. C'est le moment où tout est possible, où on peut tout dire, on peut tout goûter aussi. Bon, il y a une douzaine de nationalités en cuisine. Alors, vous savez, ça laisse d'énormes possibilités entre le coréen, la chinoise, l'indienne, l'italien, enfin tout ça. Ils font tous... et même les Français, et les Français font tous une préparation qui correspond à leur région ou à leur pays. Et c'est vrai que ça ouvre les yeux. On découvre des nouveaux mots, on découvre des nouveaux goûts, on découvre voilà. Et puis de tout ça naît forcément des idées. Alors sur l'instant peut-être pas, mais c'est ce qu'on emmagasine, ce que l'inconscient prend. On est sûr que c'est restitué. C'est comme lorsque vous voyagez, vous avez goûté des épices, des choses. Sur le coup, ça ne vous inspire pas trop. Puis après, ça vous associe à d'autres sensations. Tout ça, la vie, c'est un puzzle formidable, quoi. Il faut faire en sorte que les pièces s'imbriquent bien pour qu'on soit bien. Vous parliez de pièces. Si vous deviez comparer votre cuisine à une œuvre d'art, ce serait laquelle? Parce que on est quand même, il y a beaucoup d'œuvres d'art ici, beaucoup sont les vôtres, mais aussi prêtées par François Pinault. Ce serait laquelle? Pour moi, ce serait de la cuisine, tout simplement. Bien répondu.
Parlons de transmission. Quelle est la trace que vous voulez laisser? En fait, vous pensez avoir contribué à quoi et qu'est-ce qui vous reste encore à faire? Quelle est votre ambition sur les 10 prochaines années? Quel héritage vous voulez laisser? Je préfère pas parler d'héritage, pareil qu'on nous pique 45%. Non, mais je déconne, parce qu'en ce moment, c'est un peu, j'ai entendu ça l'autre jour, j'ai dit c'est vrai, même mort, on vient frapper à la porte en disant alors que vous avez payé toute votre vie. 45% pour nous, c'est un peu bizarre quand même. Donc alors, on va éviter, comme le mot retraite, le mot héritage, on met de côté, ok. Alors, je vais vous dire, alors ça m'arrange de ne pas y penser. Mais il y a deux événements qui sont importants quand on parle parler de la suite. Moi, je suis rentré dans le Larousse en 1997. Je remonte les champs, je suis dans ma voiture, j'entends ça, je n'y crois pas. Je vois le Larousse, alors, vous êtes des jeunes générations, mais nous, c'était le compagnon de l'écolier que j'étais. On avait toujours bon, maintenant, il y a Internet, il y a non, portable à et tout. l'époque, c'était le Larousse, bien sûr. Bon, moi, je rentre dans le Larousse, je dis, c'est pas possible. Et j'arrive au restaurant, et il y en a 2 ou 3 qui ont entendu, et qui me disent, vous êtes rentré dans le... Je dis, mais non, c'est des conneries. Pas... Et puis quand même, bon, là, je demande au bureau de prendre contact avec la Larousse, et je dis, non, c'est vrai et tout. Puis alors, moi, je voulais fêter ça, enfin dire, ah non, pas du tout, on a décidé que, voilà, il y a une commission, il y a un collège qui décide quel nom rentre ou ne rentre pas dans le Larousse, et pourquoi et comment et tout. Et il me dit, on n'a aucune explication à vous donner, et on ne fera certainement, on ne participera pas à une fête pour cet événement. Et puis alors, celui qui vient d'arriver le 4 novembre dernier, c'est l'élection à l'Académie des Beaux-Arts. Parce que ça, vous pouvez... Quand vous êtes cuisinier, vous pouvez rêver de tout. Vous pouvez rêver d'être à la limite... d'avoir des étoiles, des toques, des assiettes, des trucs, d'être la liste n'existait pas, mais apparemment elle a existé, d'être le premier, d'être... Enfin, mais vous ne pouvez pas imaginer rentrer à l'Institut de France par l'Académie des Beaux-Arts, puisque c'est jamais arrivé à un cuisinier. Et c'est vrai que ce jour-là, bon, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, parce que toute mon adolescence, où on m'a tellement dit de choses contre ce métier, est revenue, mais comme si ça s'était passé hier. Vraiment, c'est revenu avec une limpidité, la psychologue, tous les profs, la tête des profs, disons, voilà. Tout est revenu avec une fraîcheur incroyable. Et ça m'a duré plusieurs jours. Et pour répondre à votre question, et je crois que 2 semaines après, j'ai imaginé le futur. Et là, dans mes réflexions, je vous restitue tout ce qui s'est passé. Oui, je dis, dans 200 ans, j'ai des descendants qui vont dire, on a un aïeul qui était au fauteuil numéro 5 à l'Académie des Beaux-Arts, voilà. Donc oui, j'y ai pensé à ce moment-là. Mais après avoir digéré peut-être tout ce que j'avais, entre guillemets, enduré à l'époque de l'adolescence. Bon, j'avais enfoui tout ça certainement au fond de moi, et c'est revenu, cette preuve, bon, c'est certainement la preuve que j'en ai souffert. Mais bon. On entend évidemment, mais c'est intéressant. Il y a un esprit aussi, je pense qu'il y a une belle revanche. Non, c'est pas une revanche. Mais c'est pas négatif. C'est pas vu comme ça. Moi, je veux dire que c'est pas. Alors, c'est pas. Non, c'est pas du tout une revanche. Je suis un gâté de la vie. Donc, parler de revanche, ce serait vraiment. Je serais un petit con. Même pas encore un vieux con, vous voyez. Donc, non, je peux pas. Il n'y a rien de revanchard dans ma vie. Mais alors, absolument rien. C'était pas du tout négatif. C'est que des sensations. Moi, je veux des sensations. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une vie avec autant de sensations que moi. Que la vôtre. Voilà, c'est mon souhait. C'est souvent on me dit, mais vous avez... Bon, je dis souvent que j'ai créé mon morceau de planète ici. C'est vrai, j'ai créé mon morceau de planète. Et on me dit, ouais, mais ça se passe pas comme ça, en dehors de votre planète. Et je dis, ben pourquoi on ne vient pas s'inspirer? Pourquoi on doit toujours regarder ce qui va mal? Venez voir ce qui va bien.
Et j'ouvre mes portes, la preuve, vous êtes là. Tout à fait. Non, mais c'est moi, quand je parlais de revanche, c'est justement cette. Il y a beaucoup d'inconscient, mais cette capacité, je trouve, inconsciente, hein, de rebondir. Voilà, en fait, c'est le message, c'est que c'est possible. Mais c'est ça, C'est ça qui Mais est beau, ça, en le fait. jeu. Vous avez pris un putain de mauvais plaquage, et derrière, Mais vous c'est leur ça marquez le message, tout à vous fait. leur marquez un essai. Et alors? Et puis c'est très bien. Ma dernière question, mais l'avant-dernière question, que diriez-vous à Guy Savoy qui a 20 ans? Si vous deviez lui donner un conseil, ce serait lequel? Garde tes burnes. Ok. Ça- Ça vous couperez peut-être, non? Non, on va garder, on va garder. De façon, j'aime bien votre côté très concret. Et qu'est-ce que vous pourriez proposer aux personnes qui nous écoutent, nos auditeurs, qui veulent justement atteindre cette excellence, un travail au quotidien qui leur permet d'atteindre cette excellence? Je vous souhaite d'avoir des parents, des maîtres qui vous confortent dans votre choix. Et après, c'est facile. Comme vous Voilà. l'avez, tout à fait. Merci beaucoup, Guy Savoy, pour cet échange. Vous êtes une référence. Vous êtes le talent, vous êtes dans l'excellence et sans compromis. Alors, merci beaucoup pour tous vos conseils, pour partager spontanément votre permettrai parcours. Jamais de donner des conseils. Je veux parfois donner un avis ou un éclairage, mais je me sens bien incapable de donner des conseils. Merci beaucoup. Merci à vous.